Hérodote.net, Richard Fremder. Nous sommes le 8 janvier 1477. En ce petit matin brumeux de Lorraine, les bruits de la bataille d'il y a 3 jours résonnent encore dans la campagne. Ça et là, des femmes pleurent leurs hommes tombés au combat. Un peu à l'écart, quelques hommes d'armes ont trouvé ce qu'ils cherchaient depuis 3 jours. Ils ont enfin retrouvé Charles, duc de Bourgogne, dit le Téméraire, nu, une joue rongée par les loups. Ainsi finit le dernier duc de Bourgogne. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment cette puissante lignée centenaire, dont on parle encore aujourd'hui comme un exemple du monde médiéval et dont on copie encore les vêtements pour les reconstitutions historiques, a-t-elle pu disparaître si vite? C'est donc cette magnifique saga, celle d'une famille qui a fait l'histoire de France, que nous allons suivre dans cet épisode. Il nous faut nous resituer d'abord historiquement. Que se passe-t-il à cette période? Nous sommes en pleine guerre de 100 ans. La France est exsangue, ruinée par la guerre, le roi Jean de Lebon est prisonnier même des Anglais, et il doit d'ailleurs verser une rançon tout à fait exorbitante. À cette époque-là, en début des années 1360, le duché de Bourgogne appartient en apanage à Philippe Ier de Rouvre. Mais il va mourir sans descendance l'année suivante, le duché revient donc à la couronne de France. Alors s'il est un terme extrêmement important, un concept qu'il faut bien comprendre pour comprendre le Moyen-Âge et surtout la lignée des ducs de Bourgogne, c'est bien le terme d'apanage. Alors j'ai pris le petit Robert, le plus simple, pour essayer de voir quelle définition il en donne. Et il dit que c'est une portion du domaine royal accordée aux cadets de la Maison de France en compensation de leur exclusion de la couronne. Pour faire simple, vous n'aurez pas la couronne de France, par contre, en échange, je vous donne un duché. Et en 1364, Jean de Lebon, qui est donc roi de France, va donner la Bourgogne en apanage à son 4e fils, Philippe, dit le Hardi, juste avant de mourir, parce que Jean II va mourir en captivité à Londres, remplacé par Charles V. À partir de ce moment-là, va se mettre en place l'ambitieuse dynastie des ducs de Bourgogne, qui, grâce à une stratégie maritale et à des alliances opportunistes, va n'avoir de cesse que d'augmenter son territoire, son pouvoir et son indépendance face au roi de France pendant ni plus ni moins que 113 ans. Alors Philippe est malin. Philippe, dit le Hardi, qui est chevaleresque au possible, est en plus quelqu'un d'extrêmement intelligent. Il va épouser Marguerite de Flandre, qui est l'héritière du comté de Flandre, de Nevers, de Rethel, de Bourgogne et d'Artois, et qui en plus, et c'est là l'intelligence de Philippe, en plus, elle est veuve de Philippe de Rouvre, l'ancien duc de Bourgogne. Donc voyez un petit peu son idée. Il montre aux Bourguignons qu'il y a du changement dans la continuité et de la continuité dans le changement. C'est ça l'intelligence. C'est ce qui est très important, c'est qu'en 1380, en plus de tout cela, Philippe devient co-régent du royaume à la mort de son frère Charles V. Il a donc les mains suffisamment libres pour tous ses projets en attendant la majorité de Charles VI. Rapidement, 4 ans plus tard, le père de Marguerite, donc son épouse, va décéder, ce qui fait que Philippe va prendre possession des territoires apportés en dot par sa femme, et au passage, il va réussir à réunir le duché et le comté de Bourgogne. Un fait important également. Grâce à la dot, il reçoit le comté de Flandre, qui est le comté certainement le plus riche de tout le royaume. C'est un peu la plaque tournante économique de toute l'Europe. Pour être accepté par les Flamands, Philippe doit leur promettre de leur rendre leur prospérité économique. Cette prospérité dépend en premier lieu de qui? Eh bien des échanges avec l'Angleterre. Je vous disais dit que tout à l'heure nous étions en pleine guerre de 100 ans. Voilà les premiers échanges, les premières relations qui se font. L'Angleterre, pourquoi? Parce qu'elle est tout simplement le premier fournisseur de laine. Il promet. Il accepte toutes les velléités des Flamands et rapidement l'économie est relancée et le duc et le duché de Bourgogne va y puiser de substantielles plus-values. Philippe le Hardi devient alors le personnage le plus puissant et le plus important du royaume de France après le roi qui est toujours mineur. Philippe est quelqu'un, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'extrêmement intelligent. Il était aussi mécène, amateur d'art et amateur de bon vin. Il va d'ailleurs interdire la culture du gamay pour améliorer la qualité des vins de Bourgogne qui pourtant sont déjà réputés sur les tables européennes et d'ailleurs particulièrement à la cour du pape à Avignon. Son intelligence est également visionnaire parce qu'il va ordonner que l'une des règles du bien vivre au sein de tous ses comtés et duchés, donc de toutes ses possessions, soit de servir à table des vins de la Côte d'Or et du Jura. Vous voyez, il fait rayonner l'ensemble de ses ressources sur l'ensemble de ses territoires, et ses successeurs ne vont pas s'y tromper puisqu'ils vont faire de même, ils vont continuer, ils ne négligeront jamais
leurs vignobles, dont ils vont finalement tirer d'énormes profits, tant économiques qu'évidemment politiques. Et c'est à partir de cette époque-là, et jusque sous Louis XIV avec le champagne, que le vin de Bourgogne sera le plus célèbre vin de tout le royaume. Les tonneaux étaient tout simplement acheminés à travers toute la France et à travers toute l'Europe par voie d'eau, via les nombreux fleuves et les canaux, et les passages étaient rendus possibles par un prélèvement sur chaque tonneau, ce qu'on appelle des petits pots de vin, d'où l'origine de l'expression. Revenons maintenant à l'histoire de nos ducs de Bourgogne. En 1385, Philippe va continuer sa stratégie maritale, non pas qu'il se remarie, mais il va marier son fils, le futur Jean sans Peur, à Marguerite III de Flandre, qui est la fille du comte de Hainaut et de Hollande. Vous voyez les possessions qui vont commencer à s'agrandir. Et sa fille, qui s'appelle également Marguerite, va épouser Guillaume IV de Hainaut, le frère de Marguerite. Vous voyez, on reste en famille. Il va préparer la réunion de toutes ces principautés à l'État bourguignon. Alors on le voit, la Bourgogne est en train réellement de devenir un État dans l'État. Charles VI va devenir roi en 1388, mais pour autant, Philippe ne va pas perdre sa puissance, car en 1396, le pouvoir vacille de nouveau. Le roi est déclaré fou. Vous savez que Charles VI est dit le folle, parce qu'il est pris d'accès de folie assez souvent. Il va même, on dit la légende, tuer 4 personnes de sa troupe dans la forêt du Mans. Et pire, non seulement le roi est fou, mais le couple royal n'a pas d'enfant apte à monter sur le trône. La reine Isabeau de Bavière va donc présider le conseil de régence pour choisir les régents. Il y a à ce moment-là une rivalité entre Philippe le Hardi et Louis d'Orléans, qui est également le frère du roi. C'est extrêmement important pour la suite. Louis d'Orléans va jouer également un rôle très important, parce que, malgré son influence sur la reine, ce n'est pas Philippe qui va devenir régent, mais bien Louis d'Orléans et le duc de Berry. À l'époque, il y a une rumeur. Cette rumeur dit que Louis d'Orléans serait l'amant de la reine, et ça va même plus loin, puisque la rumeur dit qu'il serait même le père du futur Charles VII. Alors à partir de ce moment-là, vous comprenez que va s'installer une véritable rivalité entre la famille d'Orléans et la famille de Bourgogne, qui va atteindre son paroxysme entre Louis d'Orléans et Jean sans Peur, parce qu'en 1404, Philippe le Hardi décède, son fils Jean Ier, dit Jean sans Peur, lui succède. Alors Louis d'Orléans, qui est le frère de Charles VI, est le chef du parti des Armagnacs. Il va profiter de son statut de régent pour tirer du trésor royal les 9/10 de ses revenus. C'est énorme, c'est assez extraordinaire. Il faut savoir qu'au même moment, le duc de Bourgogne, lui, reçoit 5 fois moins de revenus de la part du royaume de France qu'à l'époque de son père. Sous Philippe le Hardi, il recevait 200 000 livres par an. Sous Jean sans Peur, il reçoit 37 000 livres. Ça nous paraît à la fois beaucoup et pas beaucoup. Il faut savoir qu'à la fin du XIVe siècle, le salaire journalier d'un manœuvre atteint tout au plus 6 deniers, c'est-à-dire qu'avec 37 000 livres par an, c'est l'équivalent de 4 054 ans de travail d'un journalier. Vous voyez un petit peu la masse, vous voyez un petit peu l'énorme trésor amassé grâce ou à cause de la régence. C'est donc, en plus de la rivalité première, c'est une autre cause de rivalité, d'hostilité entre le parti des Armagnacs et celui des Bourguignons. Alors pourquoi dit-on le parti des Armagnacs en disant Louis d'Orléans, en parlant de Louis d'Orléans? On devrait dire les Orléanais. Eh bien tout simplement parce que l'un des partisans les plus importants de Louis d'Orléans est Bernard VII, comte d'Armagnac. Alors, ça va commencer gentiment, disons, avec des querelles d'armoiries. Louis d'Orléans va choisir le gourdin pour assommer les Bourguignons, et en réponse, Jean sans Peur va adopter le rabot pour raboter le gourdin. Et il va même distribuer dans Paris, un peu partout, des copeaux d'argent, dits rabotures, à ses partisans. Mais vous pensez bien que ça va aller beaucoup plus loin que des querelles de cours de récréation, si vous voulez. Parce que, rapidement, Louis d'Orléans, qui est donc régent du royaume, va parvenir à faire expulser Jean sans Peur du conseil de régence. Mieux même, il va racheter le Luxembourg avec les deniers de la couronne, s'il vous plaît, pour empêcher Jean sans Peur de pouvoir réunir les Flandres au duché de Bourgogne. Ça fait beaucoup, c'en est trop pour Jean sans Peur. Le 23 novembre 1407, le duc d'Orléans, frère du roi, régent du royaume, sort de chez la reine, sa maîtresse supposée, rue Vieille du Temple à Paris, lorsqu'il est attaqué et tué par une quinzaine d'hommes.
Et là, c'est la faute, parce que Jean sans peur va revendiquer le crime. Il aurait pu tout à fait laisser faire, ne rien dire, mais non seulement il le revendique, il va faire diffuser sa version des faits par des articles, et il fait même écrire un éloge de son assassin. C'est le début de la guerre civile, d'une guerre civile extrêmement grave entre le parti des Armagnacs et celui des Bourguignons. C'est d'ailleurs à cette époque-là que Jean sans peur va faire construire à Paris la plus haute tour civile de la capitale. La tour est la plus haute de toute la ville, une ville qui culmine à peine à 10 mètres, on est à 8-10 mètres, la tour fait elle-même un peu plus de 20 mètres. Si vous voulez, de son bureau, il va voir tout Paris entre guillemets, si j'osais la métaphore, c'est un peu phallique. C'est moi qui est la plus grande, c'est moi qui est la plus grosse, c'est un peu l'équivalent. On est toujours, j'allais dire même encore à notre époque, on est toujours dans cette situation-là. Imaginez un peu la puissance et la richesse du duc de Bourgogne, c'est l'équivalent aujourd'hui, serait l'équivalent aujourd'hui, si vous voulez, d'un mania du pétrole, d'un extraordinaire, d'un émir du pétrole qui serait extrêmement riche et qui ferait construire la plus haute, la plus belle tour à la défense, qui dépasserait de plus de 2 fois celle que nous avons actuellement et qui en plus utiliserait les matériaux les plus riches. Je vous dis cela parce que vous avez en parallèle la possibilité à ce podcast de regarder une visite de la tour Jean sans peur. Mais revenons à notre histoire. En 1410, Charles d'Orléans, que nous connaissons tous, parce que nous avons tous été à l'école, nous avons certainement tous appris des poèmes de Charles d'Orléans. Charles d'Orléans est le fils de Louis d'Orléans, donc la victime de tout à l'heure, et Charles d'Orléans va donc épouser la fille de Bernard VII d'Armagnac dont je vous parlais. Les ducs d'Orléans, de Berry, de Bourbon, de Bretagne et les comtes d'Alençon et de Clermont vont créer une véritable coalition contre le duc de Bourgogne. Alors, je vous parlais tout à l'heure de guerre civile, il faut bien y voir des affrontements violents, parfois même des armées ducales face à face, en pleine guerre de 100 ans. Les écorcheurs des bandes armées d'anciens missionnaires ultra-violents, payés par les Armagnacs, vont affronter alors l'armée bourguignonne à Paris, dans le Beauvaisis, en Picardie, à nouveau à Paris, puis à Bourges, où une paix va être enfin conclue, puis confirmée à Auxerre. Je dis paix, on devrait plutôt dire trêve. Mais imaginez un peu l'ambiance. Imaginez un peu la situation, vacances du pouvoir royal, guerre civile entre les 2 plus grandes maisons du royaume. La nature ayant horreur du vide, je le dis souvent, il n'en fallait pas plus aux Anglais pour faire leur retour sur le devant de la scène. Ils n'avaient à l'époque plus qu'une toute petite partie de la Guyane, de France en Guyane, parce que Charles V avait réussi à les contenir au maximum et quasiment à les bouter hors de France, anachroniquement parlant. Et ils vont tour à tour soutenir ou acheter ponctuellement l'un ou l'autre parti au gré de leurs besoins. Jean sans peur, vous le comprendrez aisément, doit également ménager les Anglais parce que un embargo sur la laine pourrait ruiner les drapiers de Flandre qui sont pourvoyeurs de sa puissance, vous l'avez compris. Ainsi, en 1415, Jean sans peur n'intervient pas lors de la bataille d'Azincourt qui voit l'armée française, vous le savez, l'une des grandes batailles perdues par la France, l'armée française qui est pourvue essentiellement par les Armagnacs, l'armée française est écrasée. Je dis défaite, c'est une humiliation, nous sommes écrasés par les Anglais. Pour un prince du royaume, on est quasiment dans un acte de félonie, il faut bien l'imaginer. En 1418, Paris est alors livré à Jean de Villiers de l'Isle-Adam, qui est partisan de Jean sans peur, et Henri V de Lancastre fait son entrée dans Paris conquis. On ne retrouvera cela que plus de 500 ans plus tard. Jean est devenu maître de Paris avec sa tour, entre autres, qui domine la capitale quand vous y arrivez. Il entre même en négociation avec le roi d'Angleterre. Pourquoi ? Parce que le roi convoite toujours le trône de France. Le dauphin, futur Charles VII, qui redoute lui une alliance entre les Anglais et les Bourguignons, propose une paix avantageuse au duc de Bourgogne dont les caisses, vous le comprenez parce que c'est la guerre, sont au plus bas. Plusieurs rencontres sont organisées, mais là le dauphin commet une erreur. Nous sommes le 10 septembre 1419. Jean sans peur est assassiné à Montreux, pas loin de Paris, sur ordre du dauphin donc, par un coup de hache qui lui non plus ne doit rien au hasard. Alors le fils de Jean sans peur, Philippe III, dit le Bon, devient à son tour duc de Bourgogne.
En 1420, pour venger son père, il va signer le traité de Troyes entre le roi Charles VI, qui a encore des moments de lucidité, et Henri V, roi d'Angleterre. Charles VI déshérite le dauphin, le futur Charles VII, qui est le fils, vous vous souvenez, présumé de Louis d'Orléans, en offrant à sa mort, celle de Charles VI donc, la couronne de France au roi d'Angleterre. Il va marier sa fille toujours par traité, Catherine de Valois, au roi d'Angleterre, Henri V. En échange, il reprend le pouvoir sur ces terres du sud-est de la France. Vous voyez, c'est une grande victoire pour le duc de Bourgogne qui n'a donc, avec ce traité, si on comprend bien, plus aucun suzerain et devient libre et autonome. Il n'a plus de compte à rendre. Alors, il faut vraiment s'arrêter un instant sur ce qu'on a appelé le honteux traité, le fameux traité de Troyes. Parce qu'il faut bien comprendre ce qui est dit et ce qui est en jeu, à savoir tout simplement le royaume de France, la couronne du royaume de France. Cette lutte fratricide là, entre les Armagnacs et les Bourguignons a donc amené deux choses fondamentales. La première, le roi Charles VI et son épouse aussi, la reine Isabeau de Bavière, qui n'est pas toute blanche dans cette histoire, vont déshériter tout simplement leur fils par l'ordonnance, une ordonnance par laquelle Charles est déclaré indigne de la succession royale à cause du crime de Montereau. Deuxièmement, ils vont offrir la couronne de France au roi d'Angleterre. Et là, le roi d'Angleterre, Henri V, va mourir 2 ans plus tard, précédant même le roi de France de 2 mois. On est donc en 1422, Charles VI décède, alors qu'Henri VI d'Angleterre, le successeur, n'a qu'1 an. Nous avons donc, au vu de la situation, une régence du duc de Bedford sur la France et l'Angleterre, avec donc un roi d'Angleterre mineur, un dauphin de France déshérité et exilé à Bourges, on l'appelle même le roi de Bourges, vous voyez le niveau, et un régent administrant les 2 royaumes. La grande chance, si l'on peut dire, dans cette affaire, c'est quand même l'extrême jeunesse du roi d'Angleterre. Rappelons que la majorité de l'époque est fixée relativement à 13 ans. Si le roi d'Angleterre avait été majeur, il aurait certainement été sacré à Reims, et qui sait ce que serait la France d'aujourd'hui. Alors évidemment, on n'entrera pas dans les détails, il faudrait bien sûr plusieurs émissions. C'est à cette époque que Jeanne d'Arc va intervenir pour que Charles VII soit légitimé, sacré à Reims en 1429. L'année suivante, les Bourguignons défendent Compiègne contre Jeanne d'Arc, ils la font prisonnière et la livrent au duc de Bedford. On connaît la fin. Quand je vous disais au début que cette dynastie des ducs de Bourgogne a fait l'histoire de France, vous voyez que j'exagérais pas vraiment. En 1435, il faut compter sur le traité d'Arras. Les discussions sont entamées pour mettre fin à la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Alors, 1435, le traité d'Arras, c'est un peu, si vous voulez, le Yalta de l'époque. Vous avez présent les rois d'Angleterre, du Portugal, de Pologne, de Sicile, d'Écosse, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, toujours là, et son épouse, Isabelle du Portugal. Charles VII de France, fait amende honorable pour le meurtre de Jean sans peur et jure de punir les coupables. Bah tiens. Il confirme le territoire conquis par Philippe le Bon avec l'aide des Anglais. Vous voyez jusqu'où ça va. Il accorde même l'indépendance, vous voyez, par traité, il accorde l'indépendance du duché de Bourgogne. Le duc de Bourgogne, ça veut dire quoi? Le duc de Bourgogne reste vassal, mais il est dispensé de l'hommage qui interdit la rivalité entre les deux parties. Ça veut dire tout simplement, en gros, tu fais ce que tu veux, tu as même le droit de me combattre. Et en échange de tout cela, parce qu'il a donné beaucoup, il se voit quand même reconnaître son titre de roi de France, ce qui n'est pas rien. Ce serait la fin, c'est la fin, de la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons, 28 ans quand même après l'assassinat de Louis d'Orléans, ça devrait être également la fin de la guerre de 100 ans. Mais l'Angleterre refuse l'annulation du traité de Troyes, selon lequel la couronne de France revenait au roi d'Angleterre. Et du coup, c'est reparti. Il menace Philippe le Bon et cesse le commerce directement, il cesse le commerce transmanche, les sanctions tombent directement, les drapiers flamands ne sont donc plus approvisionnés en laine, il va donc y avoir une insurrection, puis en 1439, la paix de Gravelines, la France enfin offre à l'Angleterre la Guyenne et une partie de la Normandie en tant que fief du roi de France. Henri VI d'Angleterre, en contrepartie, renonce au titre de roi de France. C'est la fin de la guerre de 100 ans et la reprise du commerce, si on va par là. En 1443, c'est important, on revient à nos ducs de Bourgogne. Élisabeth de Görlitz du Luxembourg, qui est la tante de Philippe le Bon, décède. Du coup, le Luxembourg est annexé à la Bourgogne. Vous voyez que lentement mais sûrement, ce duché de Bourgogne entoure le royaume de France. En ajoutant les territoires du comté de Namur, du Hainaut, de Hollande, de Frise et Zélande, le duché de Brabant, de Lothier et de Limbourg, au cours de son règne, Philippe a fait du duché de Bourgogne
le fait de sa puissance, il en a fait l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, duché de toute l'Europe. Alors, avant même d'hériter du titre de duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, qui est fils de Philippe le Bon, va témoigner rapidement de ses prétentions et de son ambition. Vous voyez, je vous disais, ambitieuse famille de Bourgogne. Dès son arrivée au pouvoir, parce que là on est sous Louis XI, Louis XI est roi de France depuis 4 ans, Charles le Téméraire va faire partie de ce qu'on appelle la Ligue du bien public, une sorte de coalition de nobles contre le pouvoir et contre l'autorité royale, contre Louis XI donc. Parce que rapidement, dès son arrivée, Louis XI va susciter pas mal de mécontentement des princes. Il va confisquer la Guyenne, il va menacer le duc de Bretagne, il va retenir son frère à la cour, Charles, duc de Berry, il va accabler les paysans d'impôts, et les princes vont préparer, tous ensemble coalisés, vont préparer une action militaire contre le roi. Vous voyez, on n'a pas besoin des Anglais pour se battre, on peut tout à fait se battre ensemble. Le duc de Berry, donc le frère du roi, va inviter Philippe le Bon à se joindre à eux. Philippe, intelligemment, va envoyer plutôt son fils, Charles. Alors, on parle de ligue de biens publics. Comines, Philippe de Comines, chroniqueur de l'époque, dit que c'est plutôt un terme abusif, parce que, évidemment, vous l'avez bien compris, il s'agit plutôt de défendre des biens particuliers et pas des biens publics. Mais dans cette coalition, il y a quand même 6 ducs et 10 comtes. 6 ducs de Bourgogne, de Berry, de Bourbon, de Bretagne, de Lorraine et de Nemours, et les comtes d'Armagnac, de Luxembourg, de Dunois et de Bavière. Et c'est la reprise. Vous avez la bataille de Montlhéry, au sud de Paris. Vous avez même un siège de Paris. Fin 1465, le roi Louis XI est même contraint de signer le traité de Conflans, puis le traité de Saint-Maur des Fossés, grâce auquel la Bourgogne va encore gagner des territoires. Elle gagne la Picardie et la ville de Boulogne. C'est important parce que c'est la première manifestation de la haine que vont se porter jusqu'à la fin. Louis XI, appelé l'universel aragne parce qu'il est patient, il est habile à échafauder des plans machiavéliques comme une araignée tisse sa toile, et Charles le Téméraire, appelé également le grand-duc d'Occident. En 1467, c'est-à-dire 2 ans plus tard, Philippe le Bon décède, Charles devient donc officiellement duc de Bourgogne, il a 33 ans. Il est très orgueilleux de réputation et il souhaite accomplir le grand dessein de ses ancêtres, réunir la Flandre, les Pays-Bas et la Bourgogne, ce qui correspondait à l'ancien territoire de la Lotharingie, sous Lothaire, l'empereur, en annexant la Champagne, la Lorraine et l'Alsace. Il va pour ça lever une armée de métiers, une armée de mercenaires étrangers, ce sera d'ailleurs l'une des raisons de sa chute, c'est souvent le cas d'ailleurs. Il fait alliance et les revoilà avec les Anglais, il va épouser Marguerite d'York et il va convaincre son beau-frère, Édouard IV, de quoi donc? D'envahir la France. Mais Louis XI, l'universel aragne, très patient, très habile, va déjouer le piège en signant avant le traité de Picquigny qui, en plus, met fin officiellement à la guerre de 100 ans. Charles, malgré tout, va multiplier les conquêtes territoriales, il va récupérer Dinan, aujourd'hui en Belgique, Liège, la Brie, la Champagne, l'Alsace et la région de Brisgau. Mais l'Alsace et la Suisse vont se rebeller. Les Bourguignons sont mal vus, en plus ils gèrent mal leur territoire. L'ambition de Charles était pourtant de faire, je vous l'avais dit, de la Bourgogne un empire. Mais avant d'être un empereur, empereur du Saint-Empire romain germanique, il faut commencer par une couronne royale. Il va donc proposer un marché à l'empereur, Frédéric III de Habsbourg. Marier leurs enfants, Maximilien de Habsbourg et Marie de Bourgogne. Obtenir, par ailleurs, la couronne de roi des Romains du vivant de Frédéric. C'est-à-dire en gros que l'empire soit pour la première fois remis du vivant. À sa mort, il la transmettra à son gendre Maximilien, non, et pas à Charles, on est bien d'accord. Il y a donc une rencontre à Trèves en 1473. L'empereur va finalement refuser de donner la couronne, pour plusieurs raisons. D'abord, il n'est pas certain qu'il puisse le faire, mais vous allez voir. Charles va obtenir le duché de Gueldre, contre une promesse militaire. Il y a des préparatifs en même temps dans la cathédrale de Trèves. Sont-ce des préparatifs pour un couronnement ? Je disais donc tout à l'heure, Frédéric III va refuser la couronne, pourquoi ? Parce qu'il redoutait que Charles ait un fils qui aurait hérité à la place de Maximilien. Mais la raison la plus importante, c'est que, vous le savez peut-être, mais le Saint-Empire romain germanique est pourvu par élection, c'est-à-dire que vous avez 7 électeurs qui vont élire l'empereur. Il ne se transmet pas de père en fils.
Du coup, échec des négociations, et en plus, la fille de Charles épousera Maximilien, mais bien après la mort de son père. C'est donc le début de la fin, c'est le début de la fin du rêve de Charles, c'est le début de la fin pour l'immense duché de Bourgogne. Première défaite à Beauvais, ils doivent lever un siège en Allemagne. Charles va même refuser d'attaquer la Suisse aux côtés de Sigismond d'Autriche, alors que la protection mutuelle était une des conditions de la vente de certains territoires. Charles refuse de vendre, Charles refuse tout ce qu'on lui propose. Il y a une guerre de Bourgogne contre Charles le Téméraire, donc une coalition de pas mal de territoires, qui sera bien sûr encouragée et financée par qui? En sous-main, Louis XI, l'ennemi juré de Charles. La Bourgogne va perdre l'Alsace, elle va perdre les cantons de Suisse, et Charles a sous-estimé l'armée suisse d'abord, et il a beaucoup sous-estimé ses mercenaires étrangers, italiens notamment, à cause de pas mal de retard de paiement. À la bataille de Nancy, la Lorraine se révolte en 1477, j'en parlais tout au début, l'armée bourguignonne est d'abord en infériorité numérique, et devant la difficulté du combat, elle va prendre la fuite, et en raison même de la trahison d'un de ses généraux, elle est massacrée lors de sa retraite. Charles va donc mourir. Pendant la retraite, en plus, il s'est retiré avec les autres vers l'étang Saint-Jean. Il est achevé par un coup qui va lui fendre la tête. Je le disais au début, il est dépouillé de ses vêtements. Il va falloir donc 2 jours pour le retrouver, défiguré. Il est enterré à Nancy, à la collégiale Saint-Georges, qui est disparue aujourd'hui. Il est maintenant enterré à Bruges, en Belgique. C'est donc la chute définitive du duché de Bourgogne. Louis XI va récupérer plusieurs terres, le duché et le comté de Bourgogne, la Picardie, l'Artois et les Flandres. Et en 1477, Marie de Bourgogne, fille de Charles, donc, épouse Maximilien de Habsbourg, auquel elle apporte en dot les territoires belges, luxembourgeois et allemands. À sa mort, en 1493, c'est-à-dire 1 an après la découverte de l'Amérique, eh bien ces terres deviennent la propriété de son mari, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Elles m'ont resté quand même un objet de pas mal de batailles entre la France et les Habsbourg, d'Autriche et d'Espagne, pendant plusieurs générations. Ainsi finit l'extraordinaire histoire des ducs de Bourgogne. Vous pourrez retrouver un dossier complet sur Hérodote.net, accompagné, c'est donc une première, d'une visite en vidéo de la tour Jean sans peur. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre nouveau groupe Facebook Hérodote.net. À très vite.